Bonsoir chers internautes, bienvenue pour cette nouvelle émission de la Tribune Afrique. Soyez les bienvenus, nous sommes très heureux de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler culture. Durant tout le confinement, des milliers d'Africains, des milliers d'êtres humains se sont tournés vers la culture pour s'évader et surmonter l'isolement social. Plus que jamais, les gens donc ont besoin de culture. La culture nous rend résilients, elle nous donne de l'espoir. Et bien ce soir, nous allons nous donner de l'espoir et donc réfléchir en se demandant comment le digital peut aider le secteur culturel sur le continent africain. Pour en parler ce soir sur le plateau, j'ai le plaisir donc d'accueillir Victoria Mann, directrice de la foire ACA pour Also Known as Africa. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Monsieur John Haïté Dossavi, initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, nous allons donc faire une petite interview tous les trois pour voir en quoi le contexte de la pandémie a chamboulé vos activités et comment vous vous êtes adaptés à la situation. Puis nous passerons au débat. Le débat proprement dit sur comment le digital peut aider le secteur culturel sur le continent africain. Peut-il renforcer davantage la relation entre les acteurs du secteur culturel et leur public? Et enfin, comment concilier culture et numérique quand on sait que ces deux domaines sont classés parmi les 10 premiers leviers de décollage économique du continent. Et donc pour en parler, nous retrouverons Monsieur Abdan Ben Alima, vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, ainsi que Madame Saloua Abdelkhalek, directrice générale du Centre international pour l'économie culturelle numérique à Tunis. Nous les rejoindrons tout à l'heure, mais tout de suite, passons donc à l'interview croisée. Je vais donc laisser d'abord la parole à Victoria Mann. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-nous, vous avez donc créé la foire ACA donc pour Also Known as Africa. Quelle est la genèse de ce projet ? C'est une foire qui est dédiée aux artistes contemporains d'Afrique, de sa diaspora et tout artiste qui a un lien à ce continent. Et nous devions ouvrir notre 5e édition cette année en novembre, 2e semaine de novembre. C'est un événement qui rassemble à peu près 16 000 visiteurs, 50 exposants un peu partout dans le monde et à peu près 170-200 artistes du continent africain et de sa diaspora. Très bien, vous allez nous expliquer comment vous êtes adapté, mais je voudrais donner juste la parole d'abord donc, à Monsieur Dossavi. Vous êtes l'initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine. Parlez-nous un petit peu de comment vous avez été l'initiateur et comment vous avez obtenu, donc, je crois, par l'UNESCO, le fait d'être affilié et de pouvoir créer cette journée mondiale très importante qui a lieu, je crois, le 21 janvier. C'est ça ? C'est le 24. 24. Alors, merci pour cette invitation. Je voudrais ici juste rappeler rapidement que je suis bien évidemment l'initiateur de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, sachant bien évidemment que je suis le fondateur de l'ONG RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Notre réseau a été à l'origine du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique en 2011. Dans le cadre justement de ce premier congrès panafricain, nous avons émis le vœu justement qu'une journée soit entièrement dédiée à la célébration de la culture africaine et afro-descendants, créant une passerelle entre les Africains et leurs descendants qui sont dans les Caraïbes, dans les Antilles. Pour que ce soit une journée vraiment mondiale. Bien évidemment, sachant que ce n'est pas une démarche anodine. Dès le début, nous avons été soutenus par l'UNESCO. Nous avons fait le premier forum d'investigation sur le rôle de la culture dans le développement de l'Afrique avec l'UNESCO, dans l'enceinte de l'UNESCO, le deuxième en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, et le tout nous a justement permis de fonder l'organisation du premier congrès panafricain dont je venais justement de faire part en 2011 à Lomé, au Togo. Donc, la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante est une des recommandations fortes issues de ce premier congrès panafricain. Je vous en dirai encore un peu plus si vous le souhaitez, sachant bien évidemment qu'il faut une date qui doit symboliser cette journée. Donc, dans notre démarche, dans notre recherche, nous sommes tombés sur une date qui est la date du 24 janvier. Alors, le 24 janvier a des souvenirs proches. C'est le 24 janvier 2006 que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté la charte de la renaissance culturelle africaine. Donc, nous sommes dit que cette date, elle est bien symbolique. Donc, nous allons nous l'approprier pour en faire dorénavant
la date de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Mais sachant aussi que notre démarche n'est pas une démarche de repli sur soi, mais c'est une démarche d'ouverture de la culture. Alors justement, comment, je me permets de vous couper, comment est-ce que l'année dernière, et puis après on parlera de cette année, puisque évidemment la pandémie a tout chamboulé, bien sûr. Comment en tout cas l'an dernier, comment les gens devaient s'en emparer et qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons lancé cette journée depuis 2014. Donc, chaque année, les promoteurs et entrepreneurs culturels s'approprient de cette journée avant qu'elle ne devienne tout bonnement la journée officielle proclamée par les 193 États des Nations Unies. Il y en a qui en rêvent. Donc, ceci étant, depuis 2014, nous avons fait un certain nombre de manifestations et certaines associations, ONG, promoteurs nous ont rejoints. Et chaque année, on arrive justement à avoir sur le continent à peu près une trentaine d'événements qui se déroulent à la même date ou approximative. Donc, l'année 2019, l'année dernière, nous avons proposé à une délégation africaine à l'UNESCO de porter le projet de résolution lors du conseil exécutif et à la conférence générale. Donc la délégation du Togo a bien accepté de porter le projet de résolution qui a été proclamé, mais avant que ça ne soit bien évidemment proclamé, il y avait un certain nombre de pays qui ont tout de suite accepté de coparrainer le projet, y compris bien évidemment la France, et d'autres pays tels que par exemple l'Azerbaïdjan, l'Arménie, pourtant, bon, on peut citer aussi le Cuba, le Brésil, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, Koweït, Irak, tous ces pays ont coparrainé avant que les 193 États, justement, ne donnent leur quitus en proclamant le 24 janvier comme date officielle de la Journée mondiale de la culture africaine. Donc, ce qui fait de moi un homme heureux et bien évidemment avec toute mon équipe et mes collaborateurs et mes partenaires, bien évidemment. Et nous sommes aussi très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Victoria, je me tourne à nouveau vers vous. Concrètement, du coup, comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter face à la pandémie Alors, on s'est adapté en deux phases. La première a été au printemps dernier de se dire comment est-ce qu'on adapte une foire dans un contexte sanitaire où il y a des règles, des distances, des jauges de visiteurs à respecter et où il faut qu'on puisse proposer un contexte rassurant à nos visiteurs, nos collectionneurs, nos exposants, etc. Donc on avait décidé cette année de réduire la foire, de faire la foire dans un lieu plus petit, avec moins d'exposants, pour pouvoir justement contrôler ce nombre de visiteurs qu'on accueille, avec des créneaux horaires, avec des visites et des temps événementiels qui sont sur toute la durée de la foire, au lieu de faire un vernissage puis des journées d'ouverture au public. Mais bon, tout cela n'a pas suffi. Finalement, ça n'a pas pu avoir lieu. Puisque 10 jours avant la foire, l'ordre gouvernemental est tombé que on devait tous fermer et rentrer à la maison. Donc on a dû annuler. Et on a décidé de se tourner vers le digital, mais de manière assez particulière parce que c'est vrai que ça a été un peu une avalanche d'annulations d'événements culturels sur toute l'année et notamment de foires. Beaucoup de foires se sont annulées à partir de mars jusqu'à aujourd'hui même. Et donc, il y a eu un peu une inondation de propositions digitales au même moment. Tout le monde a essayé de s'adapter, voilà. Bien évidemment. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Alors nous, on a voulu conserver vraiment le lien entre nos visiteurs, nos collectionneurs, les acteurs professionnels du monde de l'art et nos exposants, nos artistes. Donc on a décidé d'inviter tous nos exposants à faire des conversations Zoom, digitales, comme on le fait là, pour présenter les artistes de cette 5e édition. Il y en avait 45. D'accord. Et toutes les semaines, nous invitons ces artistes à discuter, à présenter de leur travail de manière virtuelle, en visioconférence, avec tout notre public.
Tout à fait. Et là, on voit quelques-unes des œuvres qui passent, je crois, Voilà, à l'écran. exactement. En tout cas, pour vous, ce qui était plus important, c'était préserver le lien. Et vous, monsieur, du coup, qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine? Puisque ça va venir vite, le contexte va, on espère s'améliorer, mais qu'est-ce que vous avez C'est déjà là. prévu? Je porte double casquette, à savoir le président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Donc, ce qui touche les entrepreneurs culturels et les promoteurs culturels me touche directement. Et au-delà, bien évidemment, de ça, je suis le président du comité international pour la mobilisation de la Journée mondiale de la culture africaine. Là, je vais justement parler des promoteurs et entrepreneurs culturels africains. Vous devez justement l'imaginer, quelles devaient être vraiment les difficultés qu'ils doivent rencontrer. Vous connaissez l'Afrique, c'est la chaleur humaine, c'est des manifestations où on se touche, c'est une proximité de vie qui se passe en Afrique quand on fait des manifestations culturelles. Et aller vers une manifestation digitale, on a l'impression que le pont s'est brisé entre les deux communautés, à savoir ceux qui sont des intellectuels qui peuvent parler devant, bien évidemment, leurs écrans en restant depuis chez eux, et ceux qui sont tout simplement des acteurs du terrain et qui sont en contact, que eux, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus de travail, donc aujourd'hui, on chiffre à peu près la difficulté que rencontre tout simplement ce secteur. Déjà, c'est un secteur très sinistré, qui n'a pas une vitalité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le secteur. Donc aujourd'hui, on chiffre à peu près à hauteur de plus de 80% des pertes d'exploitation de certains nombres comment dirais-je, des lieux de spectacle. Il n'y a plus personne qui vienne justement louer des espaces pour faire des spectacles. Les promoteurs entrepreneurs culturels ne peuvent plus travailler. Ce n'est pas comme en Europe où il y a bien évidemment des conditions favorables ou des conditions tout court mises en place pour soutenir tel et tel secteur, telle et telle filière. En Afrique, c'est le désert. Vous n'avez rien, vous avez que votre famille qui peut justement vous donner un petit coup de main. Et si vraiment vous êtes gentil. Donc vraiment, c'est très dramatique ce qui se passe, en tout cas sur le continent par rapport à ces Covid-19 qui, on espère bien évidemment, prendra rapidement son chemin pour que la vie artistique et culturelle puisse reprendre sur le continent africain. Donc si vous voulez maintenant que j'aborde par rapport à la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, cette année 2020, c'est le 24 janvier. Donc, on a échappé la Covid-19. Il y a eu à peu près 50 événements qui se sont déroulés. L'événement principal, c'était en Côte d'Ivoire. Et là, actuellement, nous sommes en train de réfléchir pour faire l'événement principal au Bénin. Mais on ne sait vraiment pas. On navigue à vue. On ne sait pas à quelle sauce un peu le sujet, on sera. Tout à fait. On sera. Mais le digital ne règle pas notre problème. Ici, peut-être, si bien le dire, madame, à savoir, bon, pour ce qui concerne les expositions, on peut inviter les gens justement à aller, mais... On va voir en tout cas ce que peut faire le digital, car comme vous le soulignez, j'ai dit au début, il y a de l'espoir et on essaye d'être un petit peu positif ce soir, mais c'est vrai que la situation est dramatique et c'est vrai qu'on voit bien que dans le cadre de la crise, le digital a quand même fait beaucoup et c'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser cette émission pour quand même voir comment le digital peut aider à sa manière et c'est aussi le sujet du débat. Et donc nous passons tout de suite au débat. À tout de suite. Donc je passe au débat. Donc comme je vous le disais, comment le digital peut aider le secteur culturel sur le continent africain. Adnan Ben Alima, donc vous êtes vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Tout à fait, je vous entends très bien. Très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est très gentil à vous. Vous avez entendu le débat à l'instant, enfin les questions qu'on s'est posées donc sur le plateau ici. Huawei est un géant du digital. Concrètement, on sait que Huawei est quand même très engagé en matière d'éducation, notamment sur le continent africain. Qu'est-ce que vous pouvez déjà répondre donc à mes deux invités ici présents et qu'est-ce que vous pourriez proposer et ce que fait Huawei concrètement en matière de culture? Alors, merci encore une fois pour l'invitation et mes salutations à nos chers invités. En fait, j'aimerais bien préciser ou parler un petit peu de la contribution du digital
dans différents secteurs, parmi lesquels il y a la culture. Parce que la culture, comme tous les autres secteurs, ont un petit peu souffert de ce qui s'est passé dernièrement à cause du Covid-19, etc. Et je pense que tout le monde est d'accord que le digital était le seul échappatoire pour pallier comme une solution alternative. Ça ne va pas remplacer la présence physique et réelle des événements dont les chers invités en parlaient tout à l'heure, mais ça pourra être une solution alternative. Alors, le digital ou la connectivité permet de dématérialiser les choses. Ça veut dire que la notion de distance, la notion de temps et de lieu n'existe plus. Ça veut dire que dès qu'on a cette notion-là, on peut vraiment imaginer différents scénarios et différentes situations qui pourraient être utiles dans différents domaines. Donc, dans la culture, plus précisément, le digital pourrait vraiment assurer un certain lien entre les artistes et leur public, assurer aussi le lien ou la façon de certaines personnes d'accéder à du contenu culturel de façon intemporelle, donc à tout moment, ou à tout type de contenu et à tout lieu. Donc, il y aura une décentralisation de la culture. Et ça, c'est très important pour le continent africain, ce qui permet vraiment, le digital ou la connectivité de façon générale, permet de démocratiser un petit peu la culture et la rendre accessible à tout le monde. Ensuite, je pense que Madame Victoria tout à l'heure a parlé d'événements virtuels à travers des applications précises, comme ce qu'on fait maintenant. Après, il y aura des évolutions, parce que maintenant, c'est ce qu'on propose. Après, il y aura des évolutions qui seront beaucoup plus intéressantes, parce que jusqu'à maintenant, on parle de vidéo et de son, mais dans les prochaines étapes, on va parler de réalité augmentée, où on parlera de réalité virtuelle, d'accord? Et ça nous donnera beaucoup plus de sensations par rapport à celui qui va virtuellement être dans un concert ou dans un événement pour sentir un petit peu plus. Et encore une fois, ce n'est pas l'expérience réelle, mais ça s'y rapproche. On essaie de s'y rapprocher. D'accord. Et concrètement, pour que ça soit accessible, parce que c'est toujours la question, c'est qu'en fait, il peut y avoir des très belles technos qui permettent de faire des choses nouvelles, mais comment faire pour que ça soit accessible à tous? Justement, donc nous, on a plusieurs programmes. Donc, on essaye, à travers bien sûr nos partenaires dans chaque pays, de réduire la fracture numérique. Ça veut dire que pour accéder au monde digital, la chose la plus, la base, c'est d'avoir une connectivité. D'accord? Et ça, je pense qu'on est en train de progresser très positivement dans tous les pays du monde et surtout en Afrique. Donc, la connectivité, on est en train d'atteindre des pourcentages assez élevés. Et maintenant, on est en train non seulement d'améliorer l'accès à la connectivité, mais la qualité de la connectivité. Parce que les applications dont je parlais tout à l'heure, elles sont assez gourmandes en termes de bande passante, surtout que les flux vidéo, mais après aussi, s'il y aura des diffusions d'hologrammes ou de réalité augmentée, etc., il y aura besoin de beaucoup plus de bande passante. Donc, du coup, ces technologies-là qu'on propose vont assurer ces services-là. Avec nos partenaires et surtout avec les opérateurs, on est en train de démocratiser l'accès à ces services, que ce soit de façon sur les régions, sur les zones un petit peu éloignées des grandes villes, mais aussi introduire de nouvelles technologies qui vont permettre d'avoir des bandes passantes plus importantes pour offrir ces services-là. Merci. On le voit, c'est quand même finalement la problématique, elle est très technique, au-delà de malheureusement la dimension purement culturelle. Saloua Abdelkhalek, donc vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, directrice générale du Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique, qui a été créé donc il y a peu de temps. Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé important, ou il a semblé important justement à la Tunisie de créer ce centre ? Bonsoir, ravi d'être avec vous. Je salue vos invités et les internautes qui nous regardent. Donc, le Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique vient d'un besoin de concilier entre la culture et l'économie.
puisque la Tunisie, il y a une richesse, une grande richesse de point de vue contenu culturel et patrimonial. Cette richesse n'est pas traduite comme il faut sur le plan économique, puisque la culture a été conçue et jusqu'à maintenant, elle est en partie conçue comme un moyen de loisir, un moyen d'épanouissement, mais pas un secteur vraiment économique qui peut rapporter une valeur ajoutée économique. Alors que la réalité partout dans le monde et ce qu'on observe en Tunisie, c'est que ce secteur peut apporter une grande valeur ajoutée et économique. Donc, l'établissement, ce centre vient de ce besoin, c'est de concilier entre la richesse culturelle et la valorisation du patrimoine et du contenu culturel via le digital, d'une part, et d'autre part, l'encouragement et l'accompagnement des startups pour travailler dans ce domaine et pour créer de la valeur ajoutée économique, d'une part, créer de l'employabilité, d'autre part, dans un champ qui est encore un peu je peux dire que dans un champ qui est encore vierge ici, sauf quelques expériences qui ne datent pas depuis longtemps. Donc, c'est l'activité de centre. Sa mission, c'est de rendre la culture un vecteur économique à travers l'accompagnement et la création des startups qui portent des projets culturels via le digital. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de start-up que vous avez accompagné pour illustrer pour nos internautes l'intérêt de cet accompagnement? Nous avons commencé notre activité juste en 2019, mais fin 2019, le centre est devenu officiellement un établissement autonome. Donc, en 2019, on a accompagné 8 startups qui ont eu, 5 parmi eux ont eu le label Startup Act. Le label Startup Act, c'est un label des startups en Tunisie qui leur permet d'avoir des avantages pour leur société. Et actuellement, on accompagne plus que 50 projets. Parmi eux, il y a 18 startups, projets de startups. Parmi ces startups, il y a ceux qui travaillent sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour, par exemple, la reconstruction en 3D des monuments historiques en Tunisie, la reconstruction par exemple, des sites archéologiques à travers le digital. Il y a aussi d'autres expériences et d'autres projets pour animer les œuvres, les œuvres artistiques. Ces œuvres parlent eux-mêmes de leur histoire, telles que Hamoud Abeshabaï en Tunisie et des autres œuvres. Il y a aussi des projets culturels éducatifs qui concilient entre l'éducation et la culture et le numérique. D'autre part, telle que la reconstruction en puzzle avec du bois naturel du monument. C'est une start-up qui travaille sur le monument d'El Jam, mais actuellement d'autres monuments. Et avec ce puzzle, on peut lire avec une application dédiée, on peut lire un gladiateur romain qui nous parle de cet édifice romain tunisien qui se trouve en Tunisie. Il y a plusieurs autres, bien sûr, projets tels que le projet e-learning musical, d'autres projets en réalité. Il y a d'autres projets qui portent sur la lumière et l'image. On voit en tout cas que c'est très varié et on voit bien le lien entre l'économie d'un côté, la culture de l'autre et puis bien sûr l'éducation et la capacité qu'on a justement finalement pour les pays aussi à promouvoir leur culture. C'est quand même l'objectif de la Journée mondiale de la culture africaine. Je crois qu'on ne peut pas séparer l'économie et la culture. Et les deux sont intimement liés d'ailleurs. C'est pour ça que dans notre démarche tout au début, on parle toujours de la promotion de la culture africaine, de la protection de ses patrimoines. Mais on ne parle jamais de ce troisième chaînon manquant qui est l'économie culturelle. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a motivés à créer le réseau
des promoteurs entrepreneurs culturels pour parler de l'entrepreneuriat culturel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, on pourrait encore aller plus loin avec l'avènement numérique, digital, mais le fossé s'écarte. Parce que certains nombres de mélomanes dans certaines villes éloignées de la capitale n'ont pas de big data. Comment ils font? Donc, ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont véritablement coupées, qu'on pourrait justement attribuer à... La connectivité dont on parlait à l'instant. Donc, du coup, je crois quelque part est que l'enjeu aujourd'hui de la numérisation de certains nombres d'activités culturelles, c'est une avancée énorme, mais ça ne doit pas oublier surtout que le continent africain n'est pas couvert. Donc, je voulais justement tourner vers le monsieur, le vice-président de Huawei, mais qui a la capacité aujourd'hui justement d'aider ce continent sur ce plan? Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Je pense aussi qu'au-delà du manque de moyens à cet accès technologique, il faut aussi se rappeler que la culture est quelque chose qui rassemble. Et que ça soit une foire, que ce soit un musée, que ce soit un concert, que ce soit un spectacle, c'est un endroit où on va en famille, entre amis, c'est un endroit où on rencontre d'autres acteurs du secteur culturel, que ce soit pour des raisons professionnelles ou plutôt ludiques. Et donc, moi, je suis complètement convaincue qu'il faut développer l'outil digital. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et nous, on brainstorm sur la meilleure manière d'utiliser cet outil digital. Mais il ne faut pas oublier l'importance de cette relation physique. Ça fait des mois qu'on est enfermés chez nous, on n'en peut plus. On a besoin de voir du monde. Et les événements culturels, ce sont des vraies plateformes où on se retrouve et donc on s'enrichit. Est-ce que le digital, ou comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ça à travers le digital? Moi, c'est ça la grande question. Et c'est ça sur quoi je voudrais qu'on travaille, c'est de trouver ces outils digitaux qui nous permettent de ne pas perdre ce lien physique, ce lien à l'autre que la culture amène de manière générale avec un grand C. Tout à fait. Après, et là je me tourne un peu vers vous tous, c'est qu'en réalité, il y a la culture elle-même quand on parle du physique, et puis peut-être ce que peut apporter le numérique, c'est une question pour Adnan Ben Alima. En fait, ça peut aussi favoriser le côté interculturel, parce que justement, les gens n'ont pas besoin... On est tous d'accord, nous sommes tous d'accord, bien évidemment, que le côté digital crée bien évidemment une véritable passerelle entre les peuples à travers celui qui est à Tombouctou, à Gao, qui fait un concert dans sa chambre ou dans son petit salon, l'autre qui est de l'autre côté au bout du monde dans les Caraïbes peut tout de suite participer, même justement quand on parle de l'augmentation justement numérique, il faut aller vite parce qu'aujourd'hui en tout cas les choses vont tellement vite et qu'on a l'impression qu'en Afrique ça ne va pas vraiment pas vite. Aujourd'hui les gens ne peuvent pas avoir ne serait-ce que comment dirais-je comment on dit, un forfait illimité pour justement travailler sereinement. Il faut justement qu'ils regardent un peu combien de data qui reste. Donc vraiment, j'avoue bien évidemment que l'idée, en tout cas de tout numérique aujourd'hui, il y a beaucoup à faire sur le continent. Tout à fait. Il y a beaucoup à faire en termes de connectivité sur le continent et aussi... C'est surtout c'est surtout à ce niveau que ça coince. C'est pas la volonté qui manque. Les promoteurs entrepreneurs culturels sont disponibles. Ils ne sont que demandeurs. Mais malheureusement, il y a cette réalité qui est imparable. Il n'y a pas assez de moyens pour avoir le big data. C'est la connectivité dont on parlait tout à l'heure avec Adnan Ben Alima. Vous m'entendez ? Très bien, oui. Très bien. En fait, j'aimerais bien rebondir sur ce que dit monsieur, parce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Alors, je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur, parce que, en fait, le tableau n'est pas aussi dramatique. Moi, je reste très optimiste, parce que les avancées qui ont eu lieu les dernières années en termes de connectivité en Afrique, elles sont vraiment très considérables. C'est vrai que les TIC, ou les technologies d'information et de la communication, c'est des infrastructures de base de chaque pays. C'est vrai que peut-être que sur la partie fixe, broadband, si on compare ça à l'Europe pour les offres câbles ou fibres, etc., il y a encore un gap considérable. Mais si on voit de façon générale l'accès à Internet dans différentes régions, ou que ce soit sur le mobile 3G, 4G, etc.,
Eh ben, il y a eu une vraie avancée les dernières années et le taux de pénétration des personnes qui ont accès ou bien qui utilisent ces technologies-là, elles sont en pleine expansion. Et donc, du coup, je reste très optimiste par rapport à la possibilité d'accès des citoyens africains à la connectivité. Nous, avec nos partenaires et avec les gouvernements de chaque pays, on fait beaucoup de travail pour réduire cette fracture numérique et c'est une priorité absolue pour notre travail. Et je pense aussi que maintenant, après le Covid, tous les gouvernements sont conscients de l'importance de cette infrastructure-là. D'accord ? Donc, il y a un travail, il y a des plannings qui vont être exécutés dans les prochaines années. Et je peux vous dire que dans certains pays maintenant africains, la pénétration, elle dépasse les 100% en termes d'utilisation. Donc, des personnes qui ont accès et qui ont des abonnements mobiles, 3G ou bien 4G, etc. Bien sûr, il y a des nouvelles technologies qui vont venir, qui vont vraiment appuyer cette vulgarisation de connectivité. Aussi, on fait pas mal de travail sur les devices parce que la technologie aussi, elle est parfois drivée par les prix des devices, l'accessibilité à avoir ce genre de device. Je veux dire, c'est des tablettes, des smartphones, etc. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ce sens-là pour que monsieur tout le monde puisse avoir accès à un device respectable qui lui permet d'avoir accès au contenu. Ensuite, le contenu, je pense qu'il y a différentes façons, il y a beaucoup de cas d'usage d'Internet, donc il y a les réseaux sociaux, il y a du contenu B2B, mais aussi du contenu culturel. Et c'est là qu'on a besoin d'organisations comme celles qui ont été mentionnées tout à l'heure, pour encadrer et favoriser la consommation du contenu culturel, d'accord, à travers le digital. Parce que le digital peut ouvrir toutes les portes de façon intemporelle à tout type de contenu, mais il faudra parfois le cadrer et inciter certains usages donc à travers ces organismes-là. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, la musique, et par nature, maintenant on est tous habitués dans la musique à utiliser très facilement, mais pour les autres, notamment pour l'art contemporain, et puis aussi pour les arts, titres, théâtre, etc. Et même pour les concerts. Aujourd'hui, les grands concerts ont lieu dans toutes les métropoles et dans toutes les métropoles du monde. Mais la plupart des gens qui sont dans des petits villages, etc., n'ont absolument pas accès. Moi, je rêve demain d'avoir, disons, dans un contrée de Lomé au Togo, quelqu'un qui est en train justement d'organiser sa surprise party, et de l'autre côté de mon petit coin de la Moselle à Chazelles, quelqu'un aussi qui organise son spectacle là-bas, et les deux sont en fusion par la voie numérique, et que ça puisse s'échanger. Ah oui, là, à partir de ce moment, je crois qu'on rentre dans une, comment dirais-je, véritable dépassement des choses, et que ça crée véritablement ce lien. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr est que sur le plan géographique, c'est vrai que le côté numérique a, comment dirais-je, a brisé un certain nombre de frontières, de barrières. Mais reste toujours certaines activités obligées, la présentielle est de mise. On ne peut pas justement... vous faites un concert en live, en webinaire, c'est vrai, c'est pas vivant, quoi. Vous êtes tout seul là, en train de sauter dans votre salon. Or, le besoin est justement de se retrouver en famille. Et c'est ça, c'est oui, mais on pourrait imaginer que les gens se retrouvent, même en famille, devant un écran. Ça, c'est faisable. Non, mais franchement, mais très sérieusement, il y a des projets de ce type culturel qui existent, dans lesquels on imagine de pouvoir rediffuser et de faire quand même du présentiel pour que justement ça ne soit pas réservé, c'est ce que je disais, au public des très grandes métropoles, et qu'on puisse justement faire venir la culture ailleurs, enfin dans les villages, etc. Et d'un l'autre côté, justement, promouvoir les artistes africains. Mais moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit un peu plus tôt, sur l'importance de ne pas oublier que la culture et l'économie sont liées. Et un concert, quand on va voir quelqu'un en concert, on paye. Quand on l'écoute sur YouTube, on ne paye pas. Quand on va voir une exposition dans un musée, on paye pour voir les vraies œuvres. Quand on achète une œuvre d'art sur une foire, ça a un coût. Donc la culture génère une économie très très importante. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander au public, de manière générale, de payer pour un concert en webinaire?
Est-ce qu'on Je peut vais aller encore demander... plus loin. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les données de tout ça, là, c'est qui garde toutes ces données? C'est ça. Il faut savoir qui garde les données. Qui a le droit à la même mise sur les données, qui peuvent, comment dirais-je, mis ça comment dirais-je, au goût du jour, qui peuvent justement tirer leur épingle du jeu. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que quand on parle, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de conférences en webinaire et c'est vrai, ça décloisonne, mais bon, à un moment donné, franchement, la vraie vie doit justement revenir. Mais là où le côté numérique est très intéressant, c'est par exemple, vous êtes au niveau de Lac Tanganyika, vous sortez un album, vous le mettez sur les réseaux sociaux, tout de suite, tout le monde vous connaît. Ça, c'est vraiment un acquis incommensurable. Et c'est pour ça qu'il faut trouver ce juste Voilà, milieu. il faut trouver ce juste milieu. Comment payer l'activité culturelle? En fait, vous posez tous les deux questions, et là, je voudrais faire réagir Madame Abdelkhalek. Vous posez deux questions. La question de l'expérience, comment améliorer l'expérience? Vous disiez tout à l'heure, finalement, le Zoom, c'est bien, mais enfin, c'est pas ça quand même que face à une œuvre d'art qui va révolutionner. Donc, comment est-ce qu'on fait évoluer l'expérience? Donc, ça, c'est une question que je voulais poser donc, à Madame Abdelkhalek, justement. Est-ce que vos startups, justement, l'objectif de ces startups qui se créent, c'est peut-être justement de changer cette expérience, l'expérience qu'on a vis-à-vis de l'art? Est-ce que c'est une des pistes dans lesquelles vous avez vu que les startups essayaient de se développer? Merci. D'abord, il faut signaler une évidence, c'est qu'on est actuellement, de nos jours, on est devant un autre public. C'est-à-dire, il se crée un autre public qui est le public des internautes. Ce public-là, il y a une partie de public qui ne veulent plus aller, par exemple, aux salles de théâtre, aux salles de cinéma, mais qui veulent regarder le contenu, tout ce qui est culturel, une pièce de théâtre ou autre, à travers leur écran. Comment leur présenter une telle œuvre à travers l'écran? C'est à travers le numérique qu'on peut présenter une telle œuvre avec un design, avec c'est-à-dire un contenu très spécifique qui peut leur plaire. Et le secteur, ce qu'on a observé en Tunisie, par exemple, le secteur qui était le plus réticent au numérique, c'est le secteur du théâtre. Mais actuellement, avec le Covid, il y a une petite conviction qu'on peut le faire à travers le streaming. Parce qu'il y a, et on a découvert qu'il y a un public qui préfère ça, qui préfère voir le théâtre en streaming. Donc, le numérique ne remplace pas totalement, bien sûr, les œuvres culturelles en présentiel ou les manifestations en présentiel, mais ça peut satisfaire un public bien déterminé qui est un public très connecté d'aujourd'hui et qui voulait un public très connecté aujourd'hui et qui voulait utiliser ou consommer tout ce qui est culturel à travers le digital. Donc, il faut voir et il faut faire il faut laisser une place à ce public et prévoir ce contenu pour plaire aussi à ce public. Merci. Donc, nouveau public, nouvelle expérience. La question surtout qui va se poser, c'est celle du business model, vous l'avez souligné. Et donc, je pose la question à Adnan Belalima. Comment est-ce que justement, vous, donc, en tant qu'acteur du numérique, vous voyez l'émergence éventuelle d'un business model associé finalement à la numérisation de la culture? Alors, en fait, je reviens par rapport à la question économique. Je confirme qu'il y a l'aspect économique qui est très important. La culture représente 3% du PIB mondial et qui fait quand même travailler 30 millions de personnes à travers le monde. D'accord? Donc, c'est très considérable. Et je reviens à la première chose que j'ai dit, c'est que le digital peut être un complément pour aider, dans certaines situations, à avoir accès à la culture et à pallier à des situations particulières, comme le Covid. Donc, le contact physique, on est tous d'accord que ce n'est pas du tout une substitution par rapport à la présence physique. D'accord? Ce n'est pas du tout la même expérience. Sauf que, passant de zéro activité culturelle à une activité culturelle digitale avec une expérience un petit peu moins ou un petit peu dégradée par rapport à l'expérience réelle et physique, il
franchement, je pense qu'économiquement, ça peut avoir beaucoup de sens, ça peut avoir beaucoup de sens que ce soit économiquement, même aussi culturellement, parce que si on ne fait pas des choses, eh ben, je pense que nos enfants, ou bien nous-mêmes, sur la dernière année, eh ben, on aura vraiment, je pense qu'on sera vraiment en décalage par rapport à ce qu'on aurait pu voir ou aurait pu expérimenter. Ensuite, je peux citer quelques exemples de business case digitaux. Donc, il y a certains musées qui ont proposé des visites virtuelles à leur musée. Et j'insiste encore une fois qu'il y a les visites, par exemple, qui sont juste en format vidéo, c'est-à-dire on interagit avec un écran. Ça réduit considérablement l'expérience, mais il y a des moyens de faire des visites virtuelles, ce qu'on appelle la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'à travers les devices qu'on met sur les yeux, on va avoir la sensation d'être dans le musée et on peut se déplacer. D'ailleurs, cette technologie-là, elle est utilisée que ce soit dans ce scénario-là ou parfois dans des scénarios de visites virtuelles dans des malls, dans des centres commerciaux, ou même des visites, par exemple, pour les agents immobiliers, pour faire visiter des appartements ou des biens immobiliers. Donc, c'est vrai que les choses évoluent en cours de temps. Nous, en tant qu'acteur principal de technologie, on essaye de mettre en place toutes les solutions de base, donc l'infrastructure de base, pour permettre à l'écosystème, comme a dit Mme Salwa tout à l'heure, à permettre aux startups de développer donc, ces applications-là et permettre d'avoir une meilleure expérience client. Parce que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le son, on a la vidéo, mais bientôt, on aura beaucoup d'autres capteurs. On aura peut-être les goûts, les odeurs, les températures. Donc, tout ça, ce sont des informations qui vont être remontées pour nous faire vivre un petit peu mieux l'expérience. D'accord ? Mais encore une fois, on se rapproche un petit peu de la réalité, mais ça ne remplace jamais la réalité. Et franchement, entre 0 et une demi-réalité, je préfère au moins qu'on fasse quelque chose avec le digital et permettre aux gens d'avoir une activité culturelle et ne pas avoir d'interruption. Très bien, merci. Nous passons maintenant aux questions du public et ça nous permettra peut-être de revenir sur cette question de business model. Ça, c'est Nous voilà à nouveau pour donc les questions du public, les questions qui me sont remontées par Candice, que j'ai donc dans mon oreillette. Merci Candice. Donc depuis nos réseaux sociaux, que ce soit, vous pouvez donc bien sûr nous poser les questions sur nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, ainsi que sur notre site internet. Voilà, donc première question qu'on me chuchote. Donc la première question porte sur le fait que la culture africaine est vue comme étant élitiste. Est-ce que justement le numérique peut la démocratiser, la rendre plus démocratique? Qui veut répondre à cette question? Je ne crois pas qu'on pourrait dire que la culture africaine est élitiste. Non, pas du tout. C'est vraiment la culture populaire. Ce qui peut-être peut étonner d'autres, c'est peut-être ne pas comprendre la réalité de cette culture. Mais sinon, c'est une culture populaire, premièrement. Deuxièmement, je crois aussi que dans le cadre du partage que nous appelons de tous nos vœux, la présentielle restera toujours de mise, que vaille. J'ai écouté vos deux intervenants, moi je suis resté vraiment sur ma faim. Et quelqu'un qui rentre en studio, qui a travaillé pendant des années, qui a sorti son album, ou son single, et qui ne rentre pas dans le fond, il ne retournera pas demain ou après-demain. Donc je crois quelque part que la culture africaine, elle est aussi à la portée de tout le monde comme les autres cultures, mais décloisonnée aujourd'hui par les numériques, je crois qu'on est sur le bon chemin. Mais il faut toujours avoir le regard sur ceux qui font la culture. Comment vivent-ils? C'est pour ça que j'adhère à 1000% à votre proposition que la culture et l'économie sont intimement liées, sinon ils vont crever malheureusement la bouche ouverte, mais vous me pardonnez pour cette expression. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu faire cette émission ce soir, La Tribune étant un média économique, c'était un peu le sujet. Alors une autre question pour Monsieur Benalima, vous parliez donc à l'instant des visites virtuelles de musées.
Vous avez, donc Huawei a fait un certain nombre de partenariats avec donc, des ministères donc, en Afrique pour les visites, justement ces visites virtuelles. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus et nous donner des exemples d'accords que vous avez eus avec certains ministères? Alors, de façon générale, Huawei, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place toutes les solutions techniques pour que le scénario soit viable. D'accord. Ensuite, la promotion de ce genre de service, bien sûr, elle reste donc au niveau des partenaires locaux, que ce soit donc les ministères de la Culture, etc. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore d'exemples concrets de visites virtuelles de musées. Mais par contre, en Europe, on en a développé quelques-uns. Mais bientôt, en Tunisie, par exemple, on aura des coopérations par exemple, pour le secteur du tourisme, pour faire revivre la vie de Hannibal, par exemple, en hologramme, grâce à la technologie, pour faire connaître ce personnage-là. C'est un personnage historique, pour le faire revivre et donc donner l'expérience au public. Donc, de voir un petit peu comment était sa vie dans les anciens temps, grâce à cette technologie de diffusion en hologramme. Donc, il y a des projets qui sont en cours. J'espère bientôt qu'on aura des choses à démontrer à travers ces références-là. Très bien, merci. Une autre question donc, pour Victoria, cette fois-ci. En fait, on avait parlé donc, tout à l'heure, bien sûr, de votre événement. Et après, finalement, on se rend compte qu'il y a assez peu d'événements culturels panafricains. À votre avis, pourquoi? Est-ce que ça va se développer? Alors, il y en a assez peu. Oui, effectivement, si on regarde tous les événements culturels au niveau mondial, néanmoins, il en existe de plus en plus, et c'est important à le souligner. Nous, on est une foire d'art contemporain, donc on a cette dualité culturelle et économique, puisque le but, c'est de vendre des œuvres d'art. Néanmoins, premièrement, sur le continent africain, il existe énormément de biennales, de festivals, de centres d'art, de fondations, de musées qui sont très très actifs. Et puis si on regarde de manière générale, aujourd'hui les biennales mondiales de Venise à Sao Paulo, en passant par l'Europe de l'Est et l'Asie, l'Afrique est présente. Les artistes africains sont présents. Que ce soit des biennales artistiques, art visuel, des biennales de danse, de spectacle. Donc je pense que de plus en plus, nous voyons ces scènes culturelles africaines, ces scènes artistiques africaines présentes dans le monde entier, qui en plus créent des passerelles avec plein d'autres scènes artistiques, comme aux États-Unis, comme en Amérique latine, en Europe aussi évidemment. Et la richesse artistique de ce continent est en train de vraiment se diffuser sur la planète entière, selon moi. D'accord, très bien, merci. Une question maintenant pour Madame Abdelkhalek. Donc, on parlait tout à l'heure de business model. La question, c'est de savoir, de cet internaute, de savoir finalement à qui profitent les revenus du numérique donc dans la culture. Est-ce que c'est aux fournisseurs d'accès? Est-ce que c'est vraiment pour les producteurs? Ou est-ce que ce sont les GAFA? Et est-ce que c'est pas un petit peu la limite de l'exercice et de tous les efforts que vous déployez? Pour nous, concernant le centre, on ne reçoit pas de profit sur le plan business, parce que notre mission, c'est d'accompagner les startups pour faire favoriser. Mais est-ce que c'est pas la limite, pardon? Mais pour les startups, bien sûr, ils bénéficient ils ont un bénéfice et ils ont droit d'augmenter leur chiffre d'affaires et de faire un chiffre d'affaires très important. Seulement, il y a les droits d'auteur qu'ils doivent respecter. Les droits d'auteur, parce que dans la culture, il y a toujours des droits qu'on doit respecter et qu'on doit payer, par exemple, à l'organisme des droits d'auteur pour que ces droits soient répartis pour les auteurs d'une autre
par exemple dans la musique, dans les droits voisins et tout cela. Et l'organisme de droits d'auteur et de droits voisins en Tunisie, c'est un organisme très actif et qui a des projets, de très bons projets pour faire face à tout, à la fuite de paiement des droits pour tous les acteurs culturels. Mais les business models, bien sûr, ils remplissent toutes les conditions qu'on accompagne, bien sûr, remplissent les conditions pour ces droits d'accès. Très bien. Monsieur Dossaoui, vous voulez réagir sur la question des droits d'auteur? Oui, ça c'est le véritable serpent de mer, parce qu'en Afrique, rien n'est respecté. Tout le monde, je m'en excuse, j'espère que ça ne va pas choquer certains nombres de vos internautes, mais en tout cas c'est une réalité. Les droits d'auteur, ça c'est quelque chose que personne, on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, les organismes qui font de la rétribution des droits voisins, des droits, comment dirais-je, pour tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle, sont inexistants. Donc, comment vous voulez, vous avez bien posé la question, à qui profite aujourd'hui cette nouvelle dynamique numérique? Est-ce que c'est aux artistes, aux GAFA? Oui, bon, mais la réponse, elle est claire, vous la connaissez mieux que moi. Et j'assure que c'est bien évidemment les fournisseurs d'assets qui en profitent. Maintenant, il va bien falloir qu'à un moment donné, qu'il y ait un véritable congrès. D'ailleurs, nous allons réfléchir dessus pour que le prochain congrès panafricain sur le rôle de la culture dans le développement de l'Afrique puisse réellement mettre le projecteur sur qui gagne et quoi dans cette nouvelle dynamique de l'économie du monde. C'est en 2021 que nous allons l'organiser. Probablement, ça serait en RDC. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Benalima, je vais vous laisser un petit peu réagir sur cette question de à qui profitent effectivement ces revenus. Et puis, vous posez une autre question des internautes qui concerne la dimension interculturelle. Vous représentez donc un très grand groupe chinois sur le continent africain. Est-ce que vous avez une responsabilité justement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'interculturalité, de connaissances communes des cultures de part et d'autre? Alors, merci pour la question. Donc, pour la première partie, qui est la question économique, à qui profitent les profits? En fait, je pense que c'est un business model où il y a différents parties intervenants. Donc, il y a le fournisseur d'accès à Internet à travers la connectivité qu'il offre. Ensuite, il y a le fournisseur de contenu. Ensuite, il y a le distributeur ou celui qui commercialise le contenu. Et il y a aussi les droits d'auteur. Donc, je pense que dans ce business model, tout le monde devrait être gagnant, chacun de sa façon. D'accord? Donc, c'est un édifice que tout le monde construit ensemble. Et je pense que dans ce business model-là, toute partie doit trouver son compte selon la contribution qu'elle fait. Je comprends bien que les droits d'auteur en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien cadré de point de vue réglementaire et le contrôle par rapport à ça n'est pas vraiment mis en place d'un pays à un autre. Et ça, c'est pas seulement pour les artistes, mais dans tout type de contenu. On trouve beaucoup de piratage, que ce soit de films ou d'autres formes de contenu culturel. Hein. Donc, c'est pas seulement un phénomène les mondial qui est une vraie menace, en fait. Hein. C'est vraiment une menace par rapport au développement et à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Hein, oui, en fait, le cadre réglementaire dont on parle maintenant, ça touche pas que les artistes africains, mais ça touche tout type de développement de contenu dans ces pays. Parce que si vous par exemple, pour l'industrie des films ou des salles de cinéma, pourquoi elle est menacée? Pourquoi c'est quelque chose qui ne marche pas très bien? À cause du piratage aussi. Les citoyens peuvent avoir accès à du contenu avec des prix beaucoup plus bas, etc. Donc, cette histoire de propriété intellectuelle, ça dépend du cadre réglementaire. J'espère que ça va évoluer dans les prochaines années, mais croyez-moi, ça ne touche pas qu'aux artistes africains, ça touche tout type de contenu qui est commercialisé dans ces pays-là. D'accord? Ensuite, si je reviens à la question initiale, encore une fois, théoriquement, toutes les parties prenantes doivent tirer profit de cette coopération multipartite. D'accord? Et d'ailleurs, technologiquement parlant,
on peut mettre en place toutes les plateformes nécessaires pour le paiement mobile, le paiement à distance, etc., avec plusieurs formes de paiement, pas seulement en argent, mais en plusieurs autres formats aussi. Donc, les plateformes techniques pour assurer et fluidifier les transactions financières, ça aussi, ce n'est pas un obstacle, ni la distance non plus. Après, c'est juste une coopération au sein d'un projet. Il faut que tout le monde trouve son compte. Ça existe, après ça risque de prendre un peu de temps, évidemment, parce qu'on n'est quand même pas... voilà, ça va prendre, j'imagine, du temps. Juste peut-être donc cette dernière question qui me semble importante, de savoir finalement quel rôle et quelle responsabilité a un grand groupe comme Huawei dans le côté justement de faire connaître la culture africaine, notamment en Chine, et inversement la culture chinoise sur le continent africain. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette question? Comment vous y répondriez? Alors, en fait, nous, on a des initiatives dans ce sens-là. J'avoue qu'elles ne sont pas nombreuses. On fait beaucoup de travail, parce que la culture, ça passe à travers l'éducation, donc on fait beaucoup de travail sur le volet éducation, d'accord? Surtout à l'accès à l'information et l'outil digital comme étant un outil fondamental à l'accès à l'éducation et à la culture de façon générale. Donc, sur ça, on a beaucoup de programmes. On a le ICT for All, on a le Seeds for the Future, on a le Tech for All, etc. Donc, ce sont différents programmes. Je ne vais pas m'attarder à les expliquer ici. Mais en fait, en termes de promotion de culture africaine dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde ou vice-versa, donc faire connaître la culture chinoise en Afrique, c'est vrai que c'est sporadique, ça dépend de certains événements. On sponsorise parfois certains événements, certains festivals, et parfois on fait du sponsoring pour certaines foires peut-être. Pardon ? Certaines foires peut-être, et là je me tourne vers Victoria. Mais de façon générale, nous, on est ouvert à de nouvelles expériences, d'accord ? Et surtout, on veut contribuer avec notre façon de fournir la valeur ajoutée qui est la nôtre. Parce que trouver des sponsors à des festivals, je pense qu'on peut facilement trouver. Mais par contre, avoir un accompagnateur technologique pour avoir un impact plus profond, je pense que c'est là notre valeur ajoutée par rapport à tout autre sponsor, entre guillemets. Tout à fait. Et d'ailleurs, là, je me tourne vers vous par rapport à la journée mondiale de l'Afrique, qui va donc de la culture africaine, qui va avoir lieu bientôt et qui va peut-être devoir s'adapter au contexte de la pandémie. Et ça peut peut-être être intéressant. C'est bien, je saisis la balle au rebond. Une institution telle que Huawei qui justement veut servir de passerelle entre les peuples peut surfer sur cette date du 24 janvier qui est une date des Nations Unies. Ce n'est plus notre date, c'est la date d'universalité qui va permettre peut-être aux Chinois, aux Africains, de célébrer l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, je crois que célébrer le 24 janvier n'est pas uniquement que de célébrer l'Afrique, mais en tout cas célébrer les partages, célébrer l'humanité. J'invite nos amis de Huawei à s'approprier justement de cette date du 24 janvier, qui est la date de l'UNESCO des Nations Unies. Pourquoi pas justement de faire, et je m'adresse aussi à ma collaboratrice qui est sur le plateau, aussi que tout le monde s'approprie, bien évidemment, que tout le monde s'approprie justement de cette date du 24 janvier qui fait office de date de partage, de communion, de passerelle, d'immersion entre tous les peuples africains et le reste du monde. Très bien, vous avez entendu. Absolument, et avec plaisir d'ailleurs, c'est une initiative qui est importante. Et moi, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit en pensant qu'effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, l'outil digital pour accompagner nos manifestations, pour accompagner nos événements aujourd'hui, il est indispensable. Nous, comme tant d'autres, réfléchissons sur quel développement, quels investissements, comment les utiliser dans nos événements de demain, puisque l'événementiel aujourd'hui ne peut plus exister sans le digital. On est un secteur précaire quand on voit ce qui s'est passé cette année, et puis la précarité dans laquelle on vit depuis plusieurs années, parce qu'on n'est pas sujet qu'à des pandémies, il y a plein d'autres catastrophes qui peuvent nous tomber dessus. Je veux menacer, bien voilà, sûr. Exactement. Donc, nous ne sommes pas le secteur prioritaire. Et je pense que
il y a un vrai sujet là sur la responsabilité de ces acteurs digitaux de travailler main dans la main avec nous pour avancer et pour trouver des solutions pour répondre à ces questions économiques, ces questions physiques versus digitales. Et que ces outils, finalement, comme on le dit, soient des valeurs ajoutées dans ce qu'on essaye de créer, sans pour autant s'emparer du sujet. Sans pour autant. Oui, je pense que chacun ayant son rôle et chacun captant une partie de la valeur, c'est en tout cas ce qu'on espère. Et voilà, donc écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Cette émission donc se termine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous donc le 1er décembre prochain pour le forum donc, de la Tribune Afrique où nous reviendrons donc, sur la problématique de la relance économique sur le continent avec plusieurs plateaux. Un plateau sur la relance elle-même, un plateau sur l'économie informelle. Ensuite, nous évoquerons la question à nouveau, bien évidemment, du numérique qui est quand même au cœur du sujet et également au cœur de la relance économique, pas seulement dans la culture, mais au niveau global. Et enfin, nous ferons un zoom sur le Maroc. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Au revoir.